Salut les investisseurs, dans cette vidéo, je vais mettre à jour la revue des 10 plus grosses capitalisations boursières françaises. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. Merci. Allez, on commence tout de suite avec cette revue du top 10 français. Donc ici, très simple, mon screener, c'est j'ai mis les actions françaises et j'ai récupéré les 10 plus grosses market cap. On commence avec LVMH qui a publié ses résultats le 28 janvier. Donc ces résultats sont plutôt mitigés pour le secteur du luxe. Le cours a baissé sur la journée du 29. En cause, il y a toujours le ralentissement chinois qui pèse. Le secteur vin et spiritueux est lourdement en baisse, ce qui a entraîné Pernod Ricard et Rémy Cointreau qui a également publié aujourd'hui à la baisse. Donc méfiance sur LVMH. Toutefois, on est sur une valorisation qui est plutôt douce par rapport à l'historique. Donc, il faut patienter sur cette action. Le management s'attend à ce qu'il y ait un retour de la croissance plutôt 2025, fin d'année 2025-2026. Donc peut-être que le timing est pas très bon pour rentrer sur l'action, mais c'est dans ces moments-là qu'on a des valorisations les plus attractives. Donc on reste quand même sur une entreprise qui a un bon rendement des capitaux investis à 15%, un niveau d'endettement qui est pas très élevé. Le rendement du dividende n'est pas très élevé non plus, mais on est sur quelque chose qui peut augmenter par la suite, puisque le payout ratio reste en deçà de 50%. Et comme il y a des rachats d'actions, si je ne me trompe pas, on a un rendement de l'actionnaire à 2,60%, donc ça c'est quand même intéressant puisque ce rendement de l'actionnaire a de la place pour augmenter, et puis on a une valorisation qui est basse par rapport à l'historique. On continue avec la deuxième action du top 10 français, on est sur Hermès, donc la société du luxe. Étrangement, elle n'a pas baissé le lendemain de la publication de LVMH, donc ça reste le signe que les investisseurs sont confiants dans Hermès. On est sur une valorisation qui est hyper élevée sur Hermès, et ça c'est toujours le cas, donc il y a à mon avis pas de point d'entrée intéressant en ce moment-là. En ce moment, donc on est sur un rendement des capitaux investis qui est très élevé à 24%, qui est supérieur à la croissance. Il y a un dividende qui est payé, mais il est plutôt faible, et en plus, à mon avis, il n'a pas beaucoup de place pour augmenter, à moins que les résultats soient temporairement bas, mais on est sur 60% de payout ratio, ce qui laisse pas beaucoup de place pour augmenter le dividende. Donc à mon avis, Hermès, il vaut mieux se tenir à l'écart à cause de la valorisation. On continue avec L'Oréal, qui est toujours cher payé. Donc il y avait un timing pour entrer sur L'Oréal fin 2024, depuis l'action a rebondi. On est sur un niveau de valorisation qui n'est pas très bon. Si on rentre maintenant, il est un peu surélevé à mon avis, surévalué. Après, les chiffres de l'entreprise sont très bons. On est sur un rendement des capitaux investis de 16,5%, ce qui est au-delà de la croissance, c'est très bon. On est sur un rendement du dividende qui est un peu faiblard, il n'y a pas beaucoup de place pour l'augmenter. On est sur un payout ratio de plus de 50%. Il doit y avoir des rachats d'actions puisqu'on a un shareholder yield qui est à 92%, mais il faut se rappeler aussi que le shareholder yield inclut le remboursement de la dette, donc il faut voir lequel des deux facteurs a fait monter ce rendement de l'actionnaire. Toujours est-il qu'on est sur un dividende qui est un peu élevé à l'heure actuelle. Peut-être que le payout ratio va baisser par la suite si les bénéfices augmentent à nouveau. Donc L'Oréal, pour moi, il vaut mieux être un peu à l'écart. La valorisation n'est pas intéressante à ce niveau. Airbus, on regarde, alors les price free cash flow sont très bas, les free cash flow sont peut-être cycliquement bas, mais à l'heure actuelle on est vraiment sur quelque chose qui génère pas une activité qui ne génère pas de cash flow, donc c'est un peu risqué pour un actionnaire, parce que alors on pourrait se baser sur le price earning, mais il faut que les bénéfices se convertissent bien en free cash flow, et là ça n'a pas l'air d'être le cas. En plus, on a un rendement du dividende qui est faible à 1%, et qui est élevé en termes de ce dividende en termes de payout ratio, donc à mon avis, vaut mieux se tenir à l'écart de Airbus, qui est chèrement valorisé à l'heure actuelle et qui a une rentabilité qui est pas si intéressante que ça, à 9%. Schneider Electric. Donc Schneider Electric a subi un coup de bambou après la publication de DeepSeek, qui a pas la publication mais la news sur DeepSeek, qui a impacté tout le secteur des semi-conducteurs, alors que Schneider Electric est maintenant un acteur identifié comme participant à l'IA avec les data centers, notamment l'équipement des data centers, et donc ça veut dire que l'entreprise dépend des dépenses en capital des utilisateurs de l'IA que sont les grands groupes de la tech américaine.
On est sur un price to free cash flow qui, à mon avis, est intéressant pour cette entreprise qui est habituée à avoir une croissance assez forte et une bonne rentabilité. Donc, Schneider Electric, à mon avis, ça se regarde quantitativement, on est sur quelque chose d'intéressant. On est sur un rendement de dividende qui est correct, qui est pas très élevé, mais qui peut augmenter par la suite si les bénéfices continuent à augmenter. On est sur un payout ratio de 50%, ce qui est convenable comme niveau de payout ratio. Donc, Schneider Electric, à mon avis, ça se regarde. Sanofi, qui va publier le 30 janvier, moi je suis à l'écart du secteur de la santé, parce qu'il y a trop de problèmes avec les procès, etc. Les entreprises, évidemment, elles font des provisions tout le temps, mais il peut y avoir une mauvaise surprise, et dans ce cas-là, on n'a pas assez provisionné, et sur un trimestre, on a des bénéfices qui sont impactés. Donc moi je pense qu'il vaut mieux être un connaisseur du secteur, et être aussi... arriver à supporter des trimestres de baisse des bénéfices à cause de procès éventuellement. Mais bon, alors en ce qui est des termes quantitatifs, donc il n'y a pas de price to free cash flow qui est affiché ici. Est-ce que ça veut dire que les free cash flows sont négatifs sur la période? Ça je ne sais pas, donc il faut aller creuser Sanofi spécifiquement. Rentabilité des capitaux investis qui est pas incroyable, 9%. Après la croissance est plus élevée et plus basse que 9%, donc on peut autofinancer la croissance sans trop de problème, mais bon, c'est un peu faiblard. On a un rendement du dividende qui est à 3,70%, donc c'est à mon avis le seul intérêt du dossier Sanofi, c'est qu'il a un rendement du dividende qui est quand même pas mal, donc ça pourrait convenir plutôt à un rentier, mais ça vient quand même avec des risques. Si jamais un trimestre on a des bénéfices qui sont en baisse, ou voire sur plusieurs trimestres, peut-être que le dividende va devoir être baissé, voire coupé, parce qu'il pourra pas être payé. Donc plutôt à l'écart de Sanofi. Total Energy, l'action française, une des actions de l'énergie la plus intéressante au monde. Ça, ce n'est que mon opinion. On est sur un price to free cash flow qui est faible, à 7,2%, mais d'une part, le secteur de l'énergie traditionnelle a des multiples qui est dévalorisé en Europe. Donc d'une part, on a les multiples des boîtes européennes qui sont plus bas que les boîtes américaines, mais en plus sur le secteur de l'énergie, c'est la double peine, puisque on est sur une activité non ESG qui sont beaucoup plus impactées en Europe qu'aux États-Unis. Donc un price to free cash flow de 7,2, donc c'est pas très cher payé. Une rentabilité un peu faiblarde, mais on est sur de toute façon un secteur d'activité qui n'a plus de croissance, donc on peut se permettre d'avoir une rentabilité pas si élevée que ça, puisqu'on n'a pas trop d'investissements autofinancés. Et ça veut dire qu'on a du cash surtout à rendre à l'actionnaire. On n'a pas trop de dettes. De toute façon, les acteurs de cette industrie ne s'embêtent pas trop parce que y a pas de croissance et parce qu'ils n'arrivent pas à avoir des taux d'intérêt, des conditions financières intéressantes. Un rendement à l'actionnaire qui est à 5,70%, donc ça c'est intéressant, et un payout ratio qui est 47%, donc c'est-à-dire qu'on a quand même de la place pour augmenter ce payout ratio. Alors je sais pas si le rendement à l'actionnaire est vraiment à ce niveau-là. À 15%, ça m'étonnerait quand même, mais il y a quand même énormément de rachats d'actions sur Total Energy, donc ça augmente le rendement de l'actionnaire, et ça c'est plutôt intéressant. Total Energy, pour moi, ça reste un incontournable d'un portefeuille dividende, qui pour un rentier c'est incontournable. Pour un investisseur lambda, peut-être pas forcément, vu qu'il n'y a plus de croissance, il n'y aura pas de croissance du capital, mais on peut réinvestir ses dividendes. Donc Total Energy, ça se regarde à mon sens. Essilor, on est sur une entreprise qui se paye cher en termes de price to free cash flow. Il n'y a pas tant de croissance que ça non plus, on est quand même sur une activité qui est mature, donc il y a eu un partenariat annoncé avec Meta qui a boosté le cours de l'action. C'est pour ça qu'à mon avis la valorisation est quand même assez élevée. En termes de rendement des capitaux investis, on est quand même sur quelque chose de très faible. Donc ça veut dire que l'entreprise ne peut pas s'autofinancer à ce niveau-là, à mon avis. Donc il va y avoir de la hausse de la dette. Peut-être que c'est une rentabilité qui est cycliquement bas, mais ça c'est à regarder spécifiquement. Mais si on regarde comme ça en un instantané, ce dossier est pas si intéressant que ça, puisque on a un petit rendement du dividende qui est sur 50% de payout ratio. Peut-être que ça peut augmenter un petit peu, mais pas énormément à mon avis. Et on risque d'avoir du mal à s'autofinancer sur cette entreprise. Donc plutôt à l'écart d'Essilor. Safran, c'est un bon dossier de croissance. Le multiple qu'on voit ici, il est pas si élevé que ça par rapport à l'historique de Safran. Une rentabilité du capital investi qui est quand même élevée à 18,5%, plus élevée que la croissance de l'entreprise. Donc elle a du cash, elle dégage du cash, faut voir ce qu'elle en fait. Rendement d'actionnaire rendement du dividende qui est faible à 1%, avec un payout ratio qui est élevé. Donc 55%, c'est au-dessus de 50%, ce qui est un peu pas si qualitatif que ça. Maintenant, potentiellement, les bénéfices sont cycliquement bas. Ça, je ne sais pas, je connais pas assez le secteur. Cofi nous indique qu'on a un rendement de l'actionnaire qui est à 3%.
Donc il doit y avoir des rachats d'actions également sur Safran, qui fait que ce rendement d'actionnaire augmente, puisqu'il n'y a pas de dette, donc il n'y a pas de désendettement. Voilà, donc Safran, peut-être qu'il y a un coup à jouer en termes de timing, ça peut être intéressant à creuser. Air Liquide, on est sur un rendement, un price to free cash flow de 33%, qui est quand même élevé, il n'y a pas énormément de croissance non plus, on a un peu de croissance, mais pas énormément. Un rendement des capitaux investis à 10%, donc ça, à mon avis, ça suffit pour couvrir les besoins d'autofinancement, ça c'est pas mal. Il y a un peu de dette, 1,6 fois dette nette sur EBITDA, 1,6 fois l'EBITDA, donc bon, c'est pas si, en dessous de 3, c'est pas, il y a aucun problème. Un rendement de l'actionnaire qui a un rendement du dividende qui a 1,75%, c'est pas si élevé que ça, surtout qu'on a un payout ratio qui est au-delà de 50%. Donc ça va peut-être augmenter un petit peu. Faut voir si ce payout ratio est cycliquement élevé à cause de bénéfices qui sont un peu bas, mais aussi à cause du cycle, ou si c'est quelque chose qui va rester à ce niveau-là. Dans ce cas-là, le groupe va avoir du mal à augmenter le dividende, le rendement du dividende. On a un rendement de l'actionnaire qui est à 2,52%, donc il doit y avoir également des rachats d'actions sur Air Liquide, mais il me semble qu'il y a aussi de la dilution à cause d'attribution d'actions gratuites, donc ça c'est à regarder spécifiquement sur Air Liquide. Conclusion de cette revue du Top 10 France, quelles sont les entreprises les plus intéressantes dans cette sélection, dans les sélections on va dire large cap France? Total Energy, incontournable, surtout si vous cherchez du dividende, mais même si vous cherchez, on va dire, du fonds de portefeuille, sans trop de risques. En deuxième, je mettrai Schneider Electric, à mon avis, qui offre un point d'entrée intéressant à ce niveau-là. Et en troisième, il va falloir être patient, mais je mettrai LVMH, qui offre aussi un point d'entrée, mais on risque d'avoir quand même une année 2025 qui reste un peu compliquée. C'est tout pour cette revue du Top 10 France. J'espère que ce genre d'analyse vous intéresse. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.